bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au Paris Images pour les conférences du CNC. Et on attaque ce matin avec une première conférence qui est consacrée à ce qu'on a appelé l'art du maquillage augmenté. Comme vous le savez certainement, les effets physiques traditionnels de maquillage, soit pour des protèges ou du maquillage SFX, et les techniques numériques, scan 3D, visual effects, se combinent désormais pour créer aussi de nouveaux objets, des nouvelles techniques hybrides qui permettent notamment d'optimiser les workflows de production. Voilà, donc on va découvrir dans quelques instants le travail à la fois des artistes du MFX et puis ceux qui travaillent dans le domaine du numérique, que ce soit pour le scan 3D ou les effets visuels numériques. Voilà, et donc pour en parler, j'ai le plaisir et la joie d'avoir 4 intervenants. Je vais commencer par l'effet visuel numérique et je vais revenir aux premières techniques de trucage. Donc avec Rodolphe Chabrier. Rodolphe, vous le connaissez certainement bien puisqu'il intervient depuis 40 ans maintenant. Je crois que Maguff va fêter ses 40 ans cette année et donc est président de cette société d'effets visuels. Et Rodolphe a notamment développé le Face Engine et puis des nouvelles solutions technologiques qui peuvent se combiner au travail des artistes, des SFX make-up. Voilà, donc on en parlera dans quelques instants. Julie Barrère, c'est la cofondatrice du studio Junon et également elle travaille chez CinéBébé, chef d'atelier chez CinéBébé, et elle conçoit et fabrique tout type d'accessoires et de prothèses, et donc évidemment, comme ton t-shirt l'indique, effectivement spécialisé notamment dans les bébés. Maxime Berton, Maxime, tu es technical artist chez Scan Engine, et qui est un studio spécialisé dans la création d'humains numériques et d'avatars 3D réalistes. Et enfin, Franck Dubois. Franck est le co-créateur d'Accurate Dream, une société strasbourgeoise qui a été créée en 2015 et qui est spécialisée dans la création d'effets spéciaux, de maquillage et de prothèses. Voilà. Et donc, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet et de revenir en fait à la base des métiers du make-up. Alors peut-être juste quelques mots de vocabulaire parce qu'on parle de MFX, de SFX make-up. On va dire que c'est à peu près la même chose, mais même si après il y a plusieurs techniques de maquillage, soit des maquillages, on va dire augmentés, rajoutés sur les corps et sur les visages, et puis des techniques plus poussées avec des prothèses. Voilà, donc peut-être dire quelques mots sur ton travail et puis on pourra évidemment tu pourras commenter également des images de tes dernières productions. Voilà. Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors pour simplifier au plus simple, les maquillages effets spéciaux, c'est le fait de modifier un corps en ajoutant de la matière ou de la couleur au-delà de ce qui est fait en maquillage classique. Alors c'est très simplifié, mais ça permet d'entrer dans une des techniques qui est souvent utilisée par nous à notre atelier et par tous les studios d'effets spéciaux, c'est l'ajout de matière, comme des prothèses, qui va venir nous permettre de modifier des corps, de les modifier en les blessant, en les vieillissant, en les grossissant, en les transformant en des créatures. Et ça part régulièrement des mêmes techniques qui sont utilisées et partagées par tous les studios, la sculpture, le moulage, le tirage dans différents matériaux et la coloration qui va nous permettre d'arriver au trucage suprême, de transformer ce matériau qui va être souvent pour nous du silicone en de l'humain, par exemple. Voilà, et donc là on a un exemple, notamment, voilà. S'il vous manque un bras, voilà, on a ce qu'il faut. Parce que c'est très, très réaliste. Voilà. Peut-être qu'on peut montrer des images et puis tu pourras commenter. Je ne sais pas si on peut passer le showreel d'Accurate. Comme ça permettra de voir différents exemples. Donc là, c'est un travail qu'on a fait sur le film Little Girl Blue, un travail de vieillissement où on a fait 7 étapes de vieillissement sur Marion Cotillard pour la vieillir. Là, c'est des moutons qu'on a travaillé pour Anthracite sur Netflix. Là, il y a des prothèses de brûlure, des effets spéciaux un petit peu classiques, les blessures, là, un faux crâne de repousse après une chimiothérapie. Donc là, tout le crâne est faux. Des films d'horreur, bien sûr, avec le travail de sang, de blessures. Les accessoires de cascade, donc qui partent un petit peu des mêmes techniques, mouler des objets et transformer des matériaux comme de la mousse, des résines en d'autres choses. Un petit peu de costumes pour tout ce qui va être pas commun. Donc là, des costumes futuristes qui partaient d'univers fantastiques. Des cadavres en tout genre, donc là très anciens,
donc du squelette, des hommes en décomposition, un petit peu de créature ou de la transformation, de morphologie, donc Marc Fraise. Donc là, c'est une transformation en femme d'un chanteur d'opéra. Donc vous avez pu voir très rapidement le moulage. Et là, c'est pour Maison Margiela. On nous a demandé de changer la morphologie de tous les mannequins. Voilà, donc très large. On part plutôt d'une technique qu'on maîtrise, qu'on adapte finalement à ce qu'on nous demande, ce qui nous fait dépasser le cadre de l'audiovisuel et du cinéma pour aller vers tous ceux qui auront besoin de ces techniques. Merci Franck. On voit évidemment que ces techniques-là sont très anciennes. Évidemment, elles se sont perfectionnées, elles ont évolué. Comment tu intègres aujourd'hui justement voilà, les nouvelles technologies numériques dans ton travail, que ça soit, on parlait tout à l'heure des collaborations évidemment avec les studios d'effets visuels, mais ne serait-ce que pour travailler justement la fabrication de prothèses. Quelle place a justement ces nouveaux usages, ces nouvelles technologies? Alors, on différencie le travail entre le physique et le numérique sur deux aspects. L'un des aspects, ça va être notre travail en physique qui va servir le numérique. Donc, créer une base physique, comme par exemple un bras, comme un corps qui sera complètement inerte, et le fournir au numérique pour qu'il soit un petit peu animé. Ou alors faire comme pour Anthracite des moutons, on en a fait 5, et ils ont été scannés en photogrammétrie pour en faire tout un troupeau. Ou alors simplement avoir des créatures, des maquettes de créatures qui vont pouvoir être scannées, préanimées pour avoir des pré-visualisations de déplacement dans des scènes. Donc ça va être un travail où le physique va fournir de la matière au numérique. Et on va avoir aussi là où le numérique va nous servir à nous. Donc notamment dans le scan 3D va nous permettre de faire une empreinte d'un acteur plus rapidement. À des acteurs qui n'ont pas le temps, qui ont la bougeotte ou qui sont un peu claustro, ça va nous permettre d'avoir leur visage comme une base de travail. Nous, on a toujours besoin de ça pour fabriquer une prothèse, pour les dupliquer. Ça va nous permettre d'avoir une première base. Des animaux aussi. Pour certains animaux, je vais vous montrer un exemple. On a la possibilité, quand ils peuvent se tenir immobiles, de les scanner et ensuite de pouvoir les dupliquer grâce aux techniques numériques. Le numérique va aussi nous permettre beaucoup d'avoir des structures. Donc là, par exemple, à l'intérieur de ce bras, on a créé en numérique un squelette en 3D pour faire un effet de bras qui se brise. Et c'est des choses qui vont nous permettre de travailler beaucoup ce genre d'effet. Et après, on va avoir tout ce qui va être futuriste, tout ce qui va être un petit peu machinerie, tout ce qui doit être très lisse, très anguleux, très géométrique. Le numérique et la sculpture numérique va nous permettre d'arriver beaucoup plus rapidement à ce résultat plutôt que quand on le fait à la sculpture traditionnelle. Merci. Alors, il y avait un exemple effectivement que tu citais là, qu'on va pouvoir montrer justement le travail de collaboration et d'hybridation entre les techniques traditionnelles et le numérique. Donc c'est pour la série Le Signal qui est actuellement en diffusion sur Novo 19. Donc on a Phoenix, un chien acteur qui joue dans la série et qui était notre chien de base. On nous a demandé de le tuer. Évidemment, on ne l'a pas fait en vrai, on l'a scanné parce que c'est un chien qui pouvait rester immobile 15 minutes sans bouger. Donc ça nous a permis, avec un scan portatif, de le scanner pour avoir son corps et pas avoir à le resculpter entièrement à la main. Ça nous a fait gagner un certain temps. On l'a envoyé en fraisage avec une CNC dans un bloc de mousse, ce qui nous a permis d'avoir une base un peu rough, un peu avec peu de texture, peu travaillée. Donc on l'a retravaillé, on l'a retexturé, on l'a moulé, tiré en mousse, fait la blessure, et ça nous a permis derrière de le repeindre et de le poêler directement. Et ça nous a fait gagner 3 semaines de sculpture. Alors ça nous a coûté exactement la même chose,
Parce qu'au final, l'investissement du matériel, le fraisage CNC, l'envoi, c'est une grosse pièce. Donc au final, ça nous a coûté le même prix, mais ça a permis de faire en sorte que nos sculpteurs soient libres et à pouvoir travailler sur autre chose. Donc on s'en est servi comme un outil. Et par exemple, là, il y a 2 mois, on a dû faire un cheval. Les chevaux ne peuvent pas rester immobiles 15 minutes, ils sont beaucoup plus grands. Donc on a dû le sculpter et il a fallu avoir 3 sculpteurs pendant 4 semaines pour sculpter le cheval. Donc c'est une technique très utile, mais c'est pas de la magie. Et au final, est-ce que justement le fait d'avoir travaillé sur ce type d'usage, en le refaisant ensuite sur des prochaines productions, ça vous permet d'économiser en disant c'est bon, on a mis en place un process qu'on va pouvoir amortir sur les productions à venir? Ou est-ce que vous êtes, par le fait que vous êtes encore dans un artisanat, parce que c'est toujours difficile de développer, on va dire, un workflow un peu plus industriel? Alors, faut savoir que les maquillages effets spéciaux, pour un studio d'effets spéciaux, la demande est tout le temps différente. Chaque projet est extrêmement différent, chaque demande est extrêmement différente, même si ça va se ressembler physiquement, la demande et la mise en scène va changer complètement la manière d'aborder la fabrication. Donc, ce qui fait que là où on a fait une erreur au moment où on a acheté notre scan, nos imprimantes, on pensait que c'était ça l'investissement. Mais au final, l'investissement, ça va être les humains qui sont derrière. Et ceux-ci ont pas du travail en permanence avec nous, parce qu'il y a des projets où c'est pas possible. Par exemple, le cheval. Pendant qu'on faisait un cheval, le cheval, ça a duré 2 mois pour le faire. À ce moment-là, ils n'avaient pas de boulot. Ces personnes-là, ils vont trouver du boulot ailleurs. Et elles vont chercher quoi? En priorité, d'avoir un boulot qui va leur tenir le plus longtemps possible et pas avoir à en chercher un autre rapidement. Et donc, ces personnes qu'on aura formées sur notre façon de faire, qui est quand même très spécifique, parce qu'il y a une application physique, il y a une manière de bouger, il faut que ça se répercute dans la réalité. Quand on va fabriquer une prothèse qui va se coller sur un visage, il va falloir que la personne comprenne vraiment l'anatomie et comment ça doit bouger. Elle doit comprendre notre travail classique. Donc, former une personne qui vient de notre milieu, c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous, parce qu'il n'y a pas besoin de faire du rétro-engineering sur comment ça fonctionne initialement. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas tout le temps besoin de ces techniques, les personnes qui sont formées s'en vont. Et donc, c'est un investissement constant de retrouver à chaque fois des personnes disponibles pour faire ce genre de choses très précises sur des moments très ponctuels. Donc, c'est une technique qui fonctionne, mais qui dépend beaucoup des humains qu'on arrive à trouver au moment du projet pour mettre derrière. Merci Franck. Donc, comme tu as montré, aujourd'hui, vous utilisez régulièrement les techniques numériques et le scan 3D. Donc ça, c'est la spécialité de Scan Engine, c'est comme son nom l'indique. Et donc, je voulais savoir justement à quelle étape vous pouvez intervenir dans le processus de fabrication, puisque vous êtes un peu entre le SFX et les effets visuels. Et comment vous êtes approché justement par rapport à ce type de fabrication? Alors, bonjour à tous. Moi, je travaille pour Scan Engine. Donc, nous, on numérise des êtres humains en 3D. Et ça va permettre à des boîtes comme Accurate Dreams de travailler avec des références et d'éviter aussi d'avoir le moulage directement sur l'acteur, mais justement faire venir l'acteur et pour son confort. La structure, ça ressemble à ça. Il va juste se positionner au centre de la structure. Il est entouré par 190 appareils photo qui vont déclencher en même temps. Et ça va capturer sous tous les angles ce qui se passe autour de lui. Et on va reconstruire un modèle 3D qui va ressembler à ça au final. On va pouvoir le comparer avec l'image de référence, comme à gauche. Et nous, notre but, c'est vraiment d'arriver au réalisme le plus grand possible, en travaillant vraiment le volume au micropore de peau près, en travaillant la texture de couleur aussi. Et on travaille initialement avec Unity Image qui nous a créé pour de l'effet spécial et de l'humain en synthèse, donc dans l'ordinateur, dans le jeu vidéo. Mais on travaille aussi avec des boîtes comme ici pour avoir un tirage grandeur nature de l'acteur. Quels sont justement les avantages, peut-être côté SFX, de fait aujourd'hui de passer, notamment pour tout ce qui est moulage, par le scan 3D. Donc on voit très bien la précision et aussi le confort pour les acteurs. Est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous faites un moulage, vous passez nécessairement par le scan, ou vous pouvez rester sur des techniques plus traditionnelles?
Alors nous à Accurate, on adore le scan, mais c'est vraiment pas la partie qui nous pose problème, c'est la partie suivante. Nous, pour la sculpture numérique, c'est pas encore quelque chose qui est inné chez nous et qu'on aime utiliser. On préfère la sculpture en physique sur de la plastiline, donc il nous faut un modèle. Et ce modèle, ça veut dire que pour passer du scan à notre modèle, il faut une impression. Et l'impression sur des grosses tailles, en bonne qualité au grain de peau, c'est très difficile à avoir, voire même parfois en fonction des moments de l'année impossible, parce que c'est des boîtes très spécialisées qui ont ce genre de matériel. Il y a du temps d'attente, et avec nos délais dans le cinéma et l'audiovisuel, on n'a pas toujours la capacité de pouvoir faire une belle impression. Et donc, c'est une technique qui est géniale parce qu'elle fait gagner du temps énorme aux techniciens, aux acteurs, aux productions. Un taxi, elle vient, elle fait son scan, elle repart, ça prend 3-4 fois moins de temps qu'une prise d'empreinte classique. Mais derrière, nous, pour avoir notre buste de sculpture, nous, on a encore un frein à ce niveau-là. Alors, on a un bon exemple j'allais dire, de synergie et de collaboration entre le maquillage SFX, le scan et les effets visuels. C'est un film qui avait gagné une Palme d'Or il y a quelques années, qui s'appelle Titane. Et donc, je trouve intéressant parce que ça a permis de faire collaborer 3 équipes, entre l'équipe de CinéBB, Scan Engine et MacGuff. Donc je voulais voir justement qu'on évoque un petit peu ce processus et savoir comment s'est passée justement cette collaboration entre vos 3 entités. Alors, tout commence avec le plateau. On a amené sur le plateau un faux bébé pour la scène finale de Titane, où la naissance du bébé, qui est un plan séquence. On ne pouvait pas avoir de vrais enfants sur ce plateau puisque c'est une naissance et qu'en France on n'a pas le droit de faire intervenir un bébé de moins de 3 mois. Plus de 3 mois, c'est un bébé qui est forcément trop grand pour cette scène. D'autres freins sont par exemple les fluides. Donc je ne sais pas si vous avez vu Titane, mais c'est un bébé qui naît dans une sorte de cambouis. On ne peut pas mettre n'importe quoi sur un vrai bébé. Ça aussi, ce sont des freins qui existent. Donc on a amené un faux bébé de taille naissance qui joue cette scène. Et ensuite, on est venu chez Scan Engine pour scanner le bébé qui avait servi sur le plateau. Avec le système de photogrammétrie, donc on l'a suspendu au milieu des appareils photo pour la voir absolument de tous les côtés. Et là, je peux te laisser dérouler comment vous travaillez derrière. Globalement, ce qui se passe chez nous, c'est que tout déclenche en même temps. Donc ce qui est bien, c'est que si le bébé bouge, le mouvement est figé. Et ensuite, on vient, par triangulation de position, reconstruire un modèle 3D et venir sculpter au détail près pour justement livrer le modèle le plus propre possible. Et donc, tous ces angles de caméra nous permettent de vérifier si on est proche ou non de la réalité. Et le but après, c'est de livrer du coup à Julie le modèle le plus juste possible. À MacGuff. MacGuff. On livre à MacGuff. MacGuff reçoit le fichier 3D du coup, et Rodolphe intervient. En l'occurrence, c'était Martial Valenchon. Salut à tous. Donc, de notre côté, c'était la 3D conventionnelle. On a rajouté sur le bébé tourné les parties. Il avait une structure dans le dos, etc. Donc, c'est roto-anime du bébé globalement. Et cette méthode-là, c'est une méthode qui est quand même carrément archi-conventionnelle dans la manière d'avancer. Le sujet qui change un peu tout maintenant, c'est qu'il y a un autre acteur encore que des scans et de la sculpture et de la fabrication réelle, en plus des VFX et de la 3D, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, évidemment. Parce que ça brouille un peu les cartes et à tout niveau, l'intelligence artificielle permet de modifier des choses. Ça peut être en direct pour les histoires, pour le scan 3D. Ça peut être pour manipuler. C'est des exemples qu'on voudrait montrer. Donc CinéBB, ils font aussi des bébés. Et là, il se trouve que, alors je sais pas, je veux pas avancer trop vite par rapport à toi, mais il se trouve qu'on travaille pas mal ensemble en ce moment. On a 2 grosses productions où il y a plein de bébés. Les bébés sont au centre de l'histoire. Et bon, pour les raisons précédemment dites, c'est impossible de tourner avec des vrais bébés ou quelques plans de temps en temps. Donc on a travaillé grâce au merveilleux bébé
de Julie, on a travaillé une synergie en prenant nous en charge la partie animation et de rendre vivants ces bébés-là. On peut le faire comme on l'a fait dans Titane avec de la 3D, mais là, ça devient quelques plans qu'on fait de temps en temps qui sont extrêmement chers. Là, l'idée, c'est que la synergie entre le travail de Julie et le nôtre arrive à un coût qui permette de faire des centaines de plans dans une série, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un changement d'échelle, c'est-à-dire qu'on n'est plus à faire quelques plans spectaculaires et on se débrouille autrement en faisant des explosions hors champ, mais en permettant de tourner des choses vraiment impossibles, en l'occurrence avec des bébés, quoi. Et justement, par rapport à ce que je reviens à Titane, c'est pas si loin que ça. C'est un film qui a 5 ans, quelque chose comme ça. Est-ce que vous observez un changement vraiment très fort et très radical? On voit que l'arrivée de l'IA, c'est une possibilité de faire, en tout cas d'intégrer ces techniques-là sur beaucoup plus de plans, alors que voilà, auparavant, on aurait peut-être été plus sélectif. Mais est-ce que ça change aussi vraiment les choses entre le travail de plateau physique et le numérique? Est-ce que justement c'est l'arrivée de ces nouveaux usages, de ces nouvelles technologies à vraiment en train de faire évoluer radicalement vos métiers? Alors on sait que ça bouge pas mal dans le côté numérique, mais également côté physique. Alors pour la partie bébé, on se rend compte là qu'on a une demande de plus en plus de demandes de scan des bébés pour pouvoir les animer, comme disait... Disons que ça, c'est une méthode conventionnelle. Avec la 3D, avec la VFX. Mais pour ça, effectivement, il faut un support. C'est-à-dire que le bébé doit exister sur le plateau, d'abord pour le jeu des acteurs, parce qu'ils tiennent quelque chose qui déclenche de l'empathie et qui leur permet de jouer beaucoup. On va pouvoir montrer des images en même temps, peut-être, si possible. On peut travailler l'image du bébé en traditionnel, en effet numérique traditionnel. Ça, de toute façon, sur cette base, on passe d'un bébé réel à un scan d'un objet physique qui est réutilisé après en numérique, soit resculpté, soit animé en numérique. Soit, et dans ce cas on passe par le scan, soit on peut passer par l'image directement via l'IA, comme ce que va vous montrer Rodolphe. Juste pour résumer, je suis désolé, les images que vous allez voir sont en basse résolution, on les a faites spécialement très rapidement pour la conférence là, parce que évidemment les productions n'ont pas forcément envie de communiquer, ça c'est un sujet aussi, sur des séries ou des longs métrages où il y a des bébés, de communiquer sur le fait, alors que l'émotion... Qui sont toujours en production, qui ne sont pas sortis. Qui sont pas sortis aussi, mais qui font que le côté organique d'un bébé, ce qu'on a envie de voir, on n'a pas envie que le public se dise, tiens, il est entièrement numérique, ou il est fait avec une IA, ou en 3D, ou même avec des éléments faits de Julie. Donc on a demandé des autorisations qu'on n'a pas. Donc c'est une simulation, c'est très sommaire, c'est dommage parce qu'on a des exemples à montrer de la synergie entre nous qui est assez grande. Donc je vous montre un premier jet, donc c'est un peu ridicule, mais on va envoyer ça. Donc ça, c'est par exemple ce que donnerait, c'est une simulation, ce que donnerait un bébé qui est parfaitement réaliste. Il faudrait que tu montes ton vrai bébé. Et ensuite, comment on peut simplement le réanimer sur un même plan. C'est-à-dire que nous, on va remplacer l'animatronique. On va récupérer le design, le look des bébés qui sont fabriqués par Julie et on va les réanimer. Là, par exemple, au départ, on part simplement d'un plan fixe avec un bébé qui est posé dans un landau et qui est un bébé comme celui-ci en ciné-baby. C'est dommage que vous soyez loin pour le voir parce qu'ils sont extraordinairement D'ailleurs, le bébé réalistes. que vous voyez à l'écran, c'est celui-ci. Voilà. Et là, on peut faire ensuite des zooms. On peut montrer que la texture de l'image, là, c'est vraiment fait pour la conférence. Donc, au niveau qualitatif, c'est des petites choses que Julie m'a tournées. Et on peut aller très loin ensuite dans l'animation. On peut pousser et on peut regarder par exemple simplement là, le fait, c'est un plan normal qu'on tournerait sur un bébé. Ensuite, si on ajoute simplement une très légère respiration, ça rend le bébé incroyablement plus présent aussi. Et puis après, on peut aller un petit peu plus loin pour lui faire une respiration en parlant. Et tout ça, c'est facile à faire parce que ça vient des bébés que Julie a fabriqués ou des réalisateurs, des chefs opérateurs ont pu faire une lumière, ont pu voir le rendu, ils ont pu être habillés comme on veut. Et après, on peut s'amuser à modifier les plans un peu à notre convenance et en gardant une forme, disons, de côté organique et un peu naturel qui est assez sympa. On peut même se permettre de faire des choses, évidemment, de la même manière qu'on ne pourrait pas se permettre de secouer un bébé, par exemple. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait fait avec un vrai bébé. Là, c'est un peu plus complexe. On a un bébé qui est dans les bras de quelqu'un.
Et ça marche aussi, c'est-à-dire qu'on va tourner avec un bébé comme le bébé que vous voyez. Alors Julie sait manipuler le bébé très bien, le rendre vivant, même le bébé en silicone qui est là. Mais une comédienne aura peut-être du mal à imaginer son jeu, à faire son jeu en même temps qu'être une sorte de marionnettiste pour le faire bouger. Ça marche pas mal et là l'IA permet de rajouter des choses, de faire des ouvertures d'yeux et on peut reconstituer des plans n'importe quel type de plan qui serait tourné. On peut inventer des plans aussi ou les aménager. C'est plus ou moins facile. En IA, on peut tricher. Il y a plein de façons de faire les choses. On peut partir d'une seule image et les rendre vivantes. On peut récupérer un plan entier et le manipuler. Mais il y a plein de petits pièges. On le verra plus tard. Là, tous ces plans-là, ça montre ce qu'on peut faire en faisant des variantes, donc avec un réalisateur. Un des points intéressants, et ce qu'il faut comprendre quand on fait de l'intelligence artificielle, c'est le manque de contrôle. On ne peut pas contrôler. On va montrer comment on peut y arriver. À MacGuff, on spécialise pas mal en IA ces derniers temps, hein, mais on arrive à contrôler ce qu'on veut faire précisément. Mais il faut imaginer quand on fait l'IA, c'est pas qu'elle en fait un peu qu'à sa tête, mais elle fait des choses différentes à chaque fois. Mais comme un tournage, quand vous tournez la prise 1, 2, 3 ou 4. Là, on voit par exemple un ciné-bébé qui est posé fixe, et à partir de ça, on peut s'amuser à le rendre vivant. Et on peut pousser de plus en plus loin les jeux d'animation et avec un certain contrôle quand même. Donc là, par exemple... Si je peux me permettre, là on voit, là où nous, on a une spécialité en plus des effets spéciaux, c'est la spécialisation sur les bébés et sur l'évolution des bébés, par exemple. Là, le bébé qu'on voit dans l'image, juste avant, c'est un bébé de 3 mois. Il y a des choses qu'un bébé de 3 mois ne peut pas faire physiquement, parce qu'il ne sait pas se tenir, il ne sait pas tenir sa tête, il ne sait pas... Voilà, donc je pense qu'il y a aussi une synergie dans l'IA. L'IA, on peut lui faire n'importe quoi, il peut faire du saut en parachute, ce bébé, si on veut, mais si on a envie de rester dans quelque chose de cohérent et de réaliste, et il y a toujours une discussion à avoir, en fait, et des allers-retours pour ne pas... corrompre en fait ce qui a été tourné. Là, on voit aussi des images, on voit les premières images changer un peu la morphologie du bébé, mais là on voit que ça arrive à rester fidèle quand même au bébé qu'on voit sur le plateau. Il faut dire qu'un réalisateur, par exemple, quand il demande le design d'une prothèse, d'un bébé, de quelque chose, va nous faire travailler un certain temps et nous faire des allers-retours pour avoir ce qu'il veut à l'écran. Ensuite, on peut remodifier ça, mais bon, si c'est pour tout rechanger derrière en IA, il faut savoir le maîtriser. Et c'est là où c'est intéressant de travailler sur des points sur un certain temps. Et comme disait Rodolphe, on travaille sur plusieurs projets ensemble et on apprend en fait de ces projets. Oui. On apprend ce qui a fonctionné sur l'un, pas sur l'autre, quels ont été les écueils, et on peut avoir un retour aussi. Là, on a un prochain projet encore sur lequel on va retravailler ensemble, et on s'est dit ce serait bien qu'en plateau il y ait ça, qu'on fasse ça comme ça. Peut-être qu'on va choisir, puisqu'il y a la question quand même aussi du prix de tout ça. Finalement, le prix de fabriquer une prothèse en plateau, de fabriquer un bébé, de fabriquer un dispositif d'accouchement, des choses comme ça, ça coûte très cher, mais combien est-ce que ça coûte de le faire en virtuel? Et après, on permet aux productions, en fait, en travaillant très en amont, de jauger si c'est pertinent d'amener quelque chose sur le plateau, puis de le retoucher un peu en IA, ou si il vaut mieux passer directement par du numérique, de l'IA, etc., et du VFX. C'est là où cette synergie doit être intelligente, en fait, que chacun peut trouver sa place pour co-créer une histoire et co-créer des images. Il n'est pas question qu'on se remplace les uns les autres, donc... non, mais sans vouloir faire de l'œcuménisme à tout crin, les différentes techniques, l'IA, elle est là, au carrefour de plein de choses. Donc de la 3D, du MFX, du scan, de ce genre de choses. Et à tout niveau, ça peut s'arranger. Il y a des boulots, il y a des choses qui sont chiantes à faire pour chacun de nos départements, des choses qu'on fait, et qui sont résolues par des autres. Donc ça, le truc qui fait que ça marche, c'est la véritable synergie, avec des habitudes de production, le fait qu'on essuie des plâtres, qu'on se plante complètement, qu'on n'arrive pas à le faire globalement. Il y a 10 millions de sujets, on pourrait en parler pendant des heures. Mais par exemple, ce qu'on essaye de faire, nous, c'est de respecter au pile-poil les visages. Là, c'est pas le cas. Les visages ont légèrement changé, etc. Parce que ça, c'est le degré zéro de l'IA.
Je vous ai même pas parlé d'un truc, avec l'outil Face Engine, on peut scanner les bébés là et remettre exactement au pile poil la qualité du rendu, les pores de la peau, etc., du vrai bébé qu'on va contrôler. Ce qui veut dire qu'on s'approche et qu'on a besoin de Julie, parce que tout le design a été fait avec les réalisateurs, avec les auteurs, pour trouver un truc très précis qui voit en vrai, qui va lighter en vrai, qui va, pour le chef opérateur, qui vont faire chose. Et on peut s'y tenir. Mais, comme on disait aussi, d'avoir des visages différents. L'IA, c'est une couche en plus de ce que vous avez vu, où on peut remettre le visage pile poil, beaucoup plus précisément qu'il n'est là. Mais on peut aussi le changer. Alors évidemment, c'est très bizarre de dire qu'on le change, mais c'est des réalités de production. Les comédiens auront joué avec un vrai bébé, qui a un certain look, etc. Mais ça coûte cher de fabriquer chacun de ces visages-là. Si on est dans une série, et ça nous arrive, où il peut y avoir 20 bébés différents, eh ben, une des solutions, c'est d'utiliser que 4 ou 5 bébés différents, pas forcément. Ce qui serait bien, ça serait qu'ils aient les moyens de refaire un beau visage pour les 20 bébés, mais on va pouvoir changer les visages des bébés et s'en servir. Et on peut aussi faire des choses très cumulées dans les productions qu'on fait. On est aussi allé tourner en Belgique pour pouvoir tourner des vrais nouveau-nés et pouvoir faire ce qu'on appelle un scan. C'est pas vraiment un scan comme au sens du scan 3D, mais c'est ce qu'on appelle un protocole, nous, c'est-à-dire qu'on filme juste les visages, on le donne à l'IA et on arrive à faire un modèle du visage d'un bébé précis, dans les cas où on a le droit légalement d'aller le tourner un peu et de faire des choses, et globalement. Et même le scan 3D, etc., on pourrait dire que l'IA peut s'en passer, ce qui n'est pas vrai. On a d'autres exemples où on va scanner les bébés ou les visages, bon c'est plus pour des adultes, où on va scanner des visages pour avoir la tête précise du comédien qu'on doit remplacer, qu'on doit mettre sur une doublure par exemple. Parce que grâce au visage 3D, on va pouvoir avoir, quand on a le scan de la doublure et le scan du comédien, on va pouvoir déformer le visage simplement à la base, parce qu'il y a des gens, on demande de remplacer une doublure, le mec il est rond et que c'est un visage en lame de couteau. Ça sert par exemple pour les cascades ou Oui, bien sûr, ça il y en a plein, il y a des films entiers là, je pense pas qu'on est toujours... On peut jamais rien vous dire dans les trucs qu'on fait, mais là vraiment une grosse star féminine américaine. Donc on verra dans quelques mois, si on voit un film avec pas mal de bébés. Il y a des séquences où on a remplacé quelqu'un Rendez-vous l'année prochaine pour les résultats. On fera une étude de cas justement, comme ça on verra. Mais là je pense à ces projets sur lesquels vous travaillez. Est-ce que vous êtes venu auprès de la production et des réalisateurs par rapport au scénario en disant voilà, par rapport sur les choses sur lesquelles on est en train de travailler, on pourrait vous proposer ça et on peut aller plus loin, ou est-ce qu'il y avait une commande assez précise qui dit bon, là, tel qu'on le faisait il y a encore 3-4 ans, ça va être compliqué de pouvoir le fabriquer, il va falloir qu'on évolue, qu'on pousse certaines techniques. Voilà, comment s'est passé, par exemple, le dialogue, sans dévoiler le projet, mais entre la production... honnêtement, ça se fait de manière naturelle, ça coule de source, quoi. Parce que quand on a des bébés anecdotiques, qu'on peut faire, ça marche pas. Enfin, je dis pas anecdotique, mais où c'est pas le centre du sujet. Ils n'ont pas besoin de nous, ils n'ont pas besoin de MacGuff ou de l'IA ou de réanimer en 3D, parce que toutes les techniques qu'ils mettent en place fonctionnent vraiment vachement bien. Il faut un peu d'entraînement, il faut beaucoup de préparation. C'est à toi de le dire, ça, mais de travailler avec les comédiens pour que ça fonctionne. On essaye d'apprendre aux comédiens à tenir les bébés, surtout pour les scènes d'accouchement où on voit un peu tout. De les manipuler correctement, puisque c'est un objet et s'il n'est pas manipulé, on lui donne pas de vie, donc ça ne fonctionne pas à l'écran. Donc on prend ce temps-là. Et effectivement, c'est beaucoup plus abordable pour une production si c'est un bébé de figuration ou un second rôle, d'avoir un faux bébé et de pas avoir un vrai bébé avec toute la logistique que ça demande sur le plateau. Et il n'y a pas besoin d'intervention numérique dessus. Et par exemple, vous travaillez... il y a des petits détails comme le coup de la respiration que je vous montre tout à l'heure. Les simples mains qui se ferment légèrement, ça peut suffire pour donner de la vie et ça change complètement. Le body language est la moitié de la ressemblance. La ressemblance physique, ils l'ont à fond et ils ont développé des mains réelles, physiques, qui bougent très légèrement et ça suffit à donner la vie. Mais quand on est plein pot sur les bébés tout le temps, ça devient plus complexe. Là, on doit soit passer en animatronique complexe, mais extrêmement coûteuse, avec des dispositifs, en plus, moins de liberté pour que les comédiens bougent, etc., fassent ce qu'ils ont à faire. Et là, c'est là où l'IA arrive pour donner ce côté, la vie, et c'est quasiment sans limite, quoi, pour le faire. Mais encore une fois, c'est la base. Ça devient économiquement intéressant et facile à faire. Facile. On peut montrer qu'il y a des trucs, c'est pas si simple que ça. Je vous ai montré un truc, ça paraît cool, mais c'est beaucoup de boulot, il y a plein de pièges. Mais ça devient facile et économiquement rentable parce qu'il y a Ciné Baby au début. Et parce que, ne serait-ce que tout le monde se met d'accord, voit un bébé réel dans la lumière, dans ces trucs et tout ça. Tu peux parler, mais j'ai 2-3 autres images à montrer pour montrer que c'est pas si simple. Les images que vous avez vues juste avant des bébés animés, c'est vraiment quelque chose qu'on a fait en preview assez rapidement pour vraiment montrer la possibilité. Donc
c'est pas le travail qui est requis sur un tournage, sur un grand projet. Hein. Je pense que vous le savez, mais on préfère le redire. Oui, je reviens sur le fait que on s'appuie en tournage, on s'appuie en effet numérique sur des choses réelles. Je crois que le numérique est un peu revenu de juste mettre des petits points sur des gens pour les ça traquer dépend des cas de figure, mais dans le cadre créer. organique, comme un bébé, avec les contacts que tu as envie d'avoir, surtout quand ils sont portés. Je pense tout ça, aussi ça aux devient... prothèses. Je pense aussi aux prothèses en fait pour le côté de Franck. Mais nous on fait pas que des bébés, on fait aussi de la grossesse en fait. On fait toute la maternité, donc des ventres de grossesse, des poitrines de grossesse. On va aussi faire des grosses prothèses dans ce cadre particulier, on va dire. Mais pareil, ça s'appuie sur, ça s'appuie sur quelque chose en tournage. C'est assez lourd sur un tournage de poser des prothèses. C'est 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ça dépend de la taille. Ça dépend si c'est un multiprothèse. Là, peut-être que tu peux donner un avis là-dessus, Franck, sur les poses de prothèses en plateau. En général, en France, on a des journées de tournage qui sont quand même très restreintes. Une journée de tournage de 8 heures, 10 heures, c'est déjà lourd pour une équipe, et c'est des journées de tournage classiques qui sont rythmées comme ça, et on a des temps entre 2 journées de tournage qui sont rythmés d'une certaine manière. On a des règles qui sont compliqué pour des temps de pause de 5 heures pour une prothèse. Si on a notre acteur qui doit arriver à 5 heures du matin pour commencer à tourner à 10 heures et qui doit faire 4-5 séquences parce que c'est dispo sur tout le tournage, elles sont compliquées. Entre chacune de ces séquences, il faut les temps où il faut entretenir le maquillage. Les effets spéciaux de maquillage collent assez difficilement avec des tournages français, et c'est toujours un casse-tête pour les équipes de prod et le premier assistant pour faire entrer ça dans des plans de travail, avec des budgets qui réduisent toujours de plus en plus le nombre de jours de tournage, les temps de prépa, avec très peu de temps pour l'acteur aussi de rentrer dans son personnage avec ses prothèses. Imaginons un acteur qui est transformé en créature, qui doit passer 4-5 heures au make-up avec une équipe de 3-4 maquilleurs, avec des retouches régulières dans la journée, des interactions avec des décors complexes, avec des fluides, avec des temps de nettoyage de sang partout dans le décor. Tout ça, ça donne très très facilement envie de se dire mais merde, est-ce que ce temps perdu sur le tournage, temps perdu je le mets entre de très grosses guillemets parce que pour moi c'est pas le cas, est-ce que je pourrais pas le remplacer par un scan de mon maquillage et ensuite faire tout ça en numérique derrière. Alors du coup on nous le demande de plus en plus, c'est pour ça que je l'évoque, que ce soit de la créature ou que ce soit de la simple transformation, sauf que c'est un changement de philosophie. Est-ce qu'on veut un film en numérique ou est-ce qu'on veut un acteur qui joue? Est-ce qu'on veut que notre acteur joue avec la contrainte d'un make-up, est-ce qu'on veut que le chef-op ait envie et que toute l'équipe et le réalisateur puissent se projeter dedans tout de suite sur le plateau, voir ce qu'il y a, ou alors que c'est un travail qu'on verra en post-prod. Même avec une prévisualisation, il y a une partie d'entre vous qui sont réalisateurs, l'autre partie d'entre vous, vous avez déjà travaillé avec des réalisateurs. Vous savez que même s'ils mettent en scène des choses, ils ont beaucoup de mal, d'une part, à se projeter dans leur projet, d'autre part, à exprimer ce qu'ils ont envie de dire et de voir. Et le fait de l'avoir en physique devant soi, le fait d'avoir pu le voir en prépa, ça permet de se projeter, ça permet de donner de nouvelles idées et d'en parler avec ses acteurs. C'est un outil. C'est un outil qui est vachement utile dans des sujets où justement on a besoin de diversité parce qu'il y a beaucoup de bébés dans un film et on peut comprendre que cet outil puisse être utilisé et soit intéressant. Maintenant, il faut voir où est la limite entre c'est utile. Alors, justement, pour compléter, c'est une histoire de non, coût, parce que j'ai l'exemple ou contre-exemple qui fonctionne par rapport à ça. Coût, délai et législation. C'est un peu les éléments qui reviennent, donc de trouver toujours des solutions tout en gardant la véracité, le côté toujours, organique. Voilà, c'est cette balance-là. Mais donc, je voulais rebondir sur ce qu'il disait, parce que c'est vrai que moi je crois pas que ce soit vraiment un choix, genre est-ce qu'on le fait en VFX, en MFX, pardon, le monde du MFX, la réalité, on voit les choses, la lumière, et puis on le fera en post-prod. Ça, c'est
c'était valable quand on raisonnait vraiment en 3D, avec le mec se retrouvait avec des points sur la gueule, avec trucs verts et des scans qu'on fait. C'était moins humanisé, tu vois, avec des choses qui se fait. Là, j'ai un exemple justement. Moi, je trouve que le MFX, un des arts les plus importants, c'est la sculpture, le design et le savoir-faire de la fabrication d'un objet avec des textures, qui soient réalistes, qui fonctionnent à la lumière et qui fonctionnent bien. Je trouve que c'est la part noble. Après, la pose, c'est noble aussi, mais c'est autre chose. Et c'est vrai que la pose des prothèses, etc., sur le plateau, pose des problèmes économiques et de timing et ce genre de choses. Donc, un truc hybride, et c'est ce que là j'ai un exemple pour montrer quand on parle de ça, c'est de travailler avec les MFX qui fait tout comme si c'était fait en MFX habituellement, avec le réalisateur qui voit la matière, qui voit les trucs, qui le fait tout. Même sur le plateau qui fait une journée, et nous on fait toujours notre fameux protocole, et l'idée c'est de récupérer les éléments et de pouvoir ensuite les recoller sur le comédien où il n'y a pas de pause, ou une pause sommaire. Parce qu'effectivement, un acteur, il a envie d'avoir des trucs sur la gueule, que le réalisateur le voit. Mais au lieu de se faire chier dans les détails, les attentes, les trucs, eh ben, on colle un masque, en fait, une version de ton masque qui est juste posée dessus. L'image que vous avez vue sur la gauche, c'est une sculpture simple, qui n'a pas d'animatronique, qui bouge pas, qui a pas d'yeux, qui a l'œil fermé, qui a la bouche. Et alors, on va simplement la photographier, tourner autour en la filmant, et on va ensuite pouvoir en IA, et c'est pas de l'IA génératif, c'est toujours en utilisant Face Engine, on va pouvoir prendre cet élément et le coller sur un comédien réel. Là, c'est Finian Oldfield, merci de nous avoir aidés. Donc à gauche, il est tourné normalement sans aucune contrainte et on va pouvoir projeter le maquillage sur lui-même. Et là, il y a quelque chose qui est même infaisable en MFX, c'est qu'il y a des espaces négatifs. C'est-à-dire qu'il a des trous à l'intérieur de lui-même. Là, le comédien et le réalisateur, il n'y a pas de point sur la gueule, il n'y a rien, aucune contrainte particulière. Il peut tourner son film normalement. Le travail du MFX, c'est le travail de l'atelier 69, c'est Olivier Afonso qui avait fait la sculpture de base, reste là. Et c'est lui qui a fait le design, qui a fait le truc. Le réalisateur peut faire des contrôles, on peut changer ci, changer ça. Et ensuite, quand on va appliquer sur le visage normal, on va pouvoir en faire des minutes. Alors là, dans le cas de figure-là, on lui avait pas mis une trace de maquillage sur lui pour qu'il joue, il avait carrément rien. Donc je peux le changer. Et ce maquillage-là, en plus, je peux le coller sur n'importe quoi, y compris sur tes bébés. Là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais j'aurais pu faire les scènes donc ça, des bébés. ce sera pour la prochaine étape. En tout cas, on va devoir conclure malheureusement, parce qu'on aurait bien aimé, il y a beaucoup de choses à dire, mais effectivement, on voit très bien que c'est pas des choses qui remplacent, mais un travail véritablement de collaboration, d'hybridation, et que les techniques traditionnelles ont encore un avenir très très fort dans ce domaine-là, mais effectivement ça permet de pousser, de repousser le champ des possibles en matière de création de maquillage. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et très bonne journée.